Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Daniel Georget, pour un livre coécrit avec Tetiana Androuchouk, qui devait être là, mais qui a eu quelques soucis. On lui fait un coucou. Et le livre s'appelle Dictionnaire amoureux de l'Ukraine et il paraît chez Plomb. Daniel Georget, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et rédactrice en chef adjointe à Paris Match. L'histoire de ce livre, c'est l'histoire de votre rencontre à toutes les deux avec Tetiana et de votre intérêt commun pour l'Ukraine. Écoutez, au départ, je ne connaissais pas du tout l'Ukraine. Il se trouve que Tetiana enseignait le violon à ma fille. Donc, j'ai commencé par, comme à peu près tous les Français qui arrivaient chez Tetiana, par croire qu'elle était russe. Puis, je regardais une photo qui était accrochée à son mur, qui était celle d'une photo très défraîchie, qui était celle d'un soldat en uniforme de la Seconde Guerre mondiale. C'était son père. Et puis, petit à petit, nous avons parlé. Et puis, Tatiana m'a expliqué que l'Ukraine, c'était pas une province de la Russie et que elle commençait à être vraiment blessée par tous ces Français qui s'obstinaient à confondre l'Ukraine et la Russie. Et elle m'a convaincue de l'aider à le raconter. Elle m'a emmenée à Kiev. Elle m'a montré à la fois le Tchernozem, cette terre dont on dit qu'elle est si riche que si on y plante un râteau, on y retrouve un cerisier. Et évidemment Sainte-Sophie, évidemment Kiev et ses amis. Voilà, c'est comme ça que ce dictionnaire est né. Malheureusement, il aurait pu continuer à grossir parce que c'est infini de faire un dictionnaire sur un pays qui a une histoire. C'est infini, mais c'est une bonne approche parce que ça permet, c'est le principe même du dictionnaire, d'avoir différentes entrées et différentes facettes de l'Ukraine et de ce que vous appelez l'âme ukrainienne. Vous rendez hommage notamment à la grande poétesse Anna Akhmatova et à son Anna Akhmatova, dont le nom est associé à tout un courant intellectuel. Elle est née à Odessa et on peut regretter, je vous l'ai dit en préparant un peu cette émission, qu'il n'y ait pas une entrée consacrée à Odessa. Oui, bien sûr, mais pour me racheter, je vous faisais également remarquer que nous parlions évidemment du violon, qui est donc cet instrument qui a permis notre rencontre, et que la capitale du violon, c'est Odessa, et donc nous parlons du grand professeur de violon qui a formé tant de violonistes célèbres dans le monde, et nous racontons comment Isaac Babel, par exemple, cet immense écrivain, lui a détesté le violon, et comme beaucoup d'enfants, mais enfin ça ne se faisait pas du tout dans sa communauté à Odessa. Ça a été une occasion, mais ce dictionnaire, il a fallu le publier tout d'un coup rapidement parce qu'il y avait un intérêt pour l'Ukraine qui jusque-là n'existait pas, il faut le reconnaître. Et donc on a publié ce qui était prêt après l'avoir évidemment revu à la lumière de la guerre et de l'actualité. Alors, à la lumière de l'actualité aussi, parce que vous parlez, il y a une entrée qui est consacrée à Babi-Yar, qui fait l'objet de pèlerinage aujourd'hui, et dont vous rappelez qu'il y a encore des traces du bombardement d'une tour de télévision qui était proche du monument. Il y a aussi une entrée sur Holodomor. C'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est oui. La fameuse famine. C'est les deux événements importants. Et là, c'était la famine provoquée, les massacres provoqués en Ukraine pendant la guerre. Oui, avant la guerre, dans les années 30. C'est-à-dire que Staline a voulu faire marcher son empire à marche forcée vers l'industrie. Il savait aussi que les paysans n'étaient pas d'un naturel très partageux, comme on dit en France. Donc, pour lui, c'était en gros des ennemis de classe. Donc, on a d'abord décidé de s'attaquer aux koulaks, qui sont les paysans riches, mais en fait est devenu paysan riche, tout paysan ayant plus d'une vache, quoi. Donc finalement,
finalement, tous les paysans ont été les ennemis et on est allé réquisitionner le grain qu'ils étaient censés cacher chez eux et même jusqu'au grain qui devait être planté pour les prochaines moissons. Et ce qui est hallucinant, c'est que si vous cherchez des chiffres de morts, du nombre de morts avec l'Holodomor, ça va de 4 à 10 millions, quoi. Je veux dire, les recensements à l'époque, c'est vraiment de la pure invention. D'ailleurs, en 1937, il y a eu un grand recensement en Ukraine. Et comme les chiffres n'ont pas satisfait Staline, il a adopté une méthode définitive. Il a dit que les statisticiens étaient des ennemis du peuple et ils ont été fusillés. Voilà. Donc, comme ça, trouver des chiffres sur le nombre de morts en Ukraine à partir de la guerre civile, c'est extrêmement difficile. Tout ça a été raconté d'ailleurs pour la première fois par Vassili Grossman, à la fois dans Tout passe et dans Vie et Destin. Quelqu'un d'autre en avait parlé avant. C'est-à-dire c'est l'auteur de, évidemment son nom m'échappe, l'auteur de J'ai choisi la liberté, cet immense succès de l'année 1947. Kravchenko. Voilà, Kravchenko, qui est lui ukrainien, qui était devenu ingénieur, qui était le fils d'un révolutionnaire mis en prison en prison au bagne plus exactement, sous les tsars, donc qui a priori avait plutôt une conscience politique qui l'aurait amené vers les bolcheviks, mais qui a découvert tout ça alors qu'il était jeune ingénieur en Ukraine. Alors, il y a une entrée sur Balzac, qui a beaucoup fréquenté Kiev. Il a donné des conférences, il a aménagé des rencontres avec son grand amour, la comtesse Ève Hanska, et il s'est marié avec Madame Hanska peu de temps avant on a longtemps cru que c'était un amour platonique, quoi, parce que c'était surtout des lettres qui s'échangeaient. Oui, ils se sont échangés des lettres pendant plus de 15 ans. Madame Hanska, qui était une espèce de Madame Bovary d'Ukraine, puisque si elle est polonaise, son immense domaine, qui était de la taille des Yvelines à peu près, donc avec 3000 serfs ukrainiens dessus, elle s'ennuyait quand même un peu avec sa fille et son vieux mari qui avait 20 ans de plus qu'elle. Donc, elle lisait comme tous les aristocrates polonais. Le Balzac, chaque fois qu'il en paraissait. Voilà, et un jour, elle lui a écrit et elle a signé sa lettre L'étrangère. Et donc, ça a enflammé l'imagination de Balzac. C'est instauré une série de lettres. Et puis, voilà, des lettres dont il faut bien dire quand même que ça portait plus sur les dettes financières que sur des échanges passionnés entre les deux. Écoutez, en tous les cas, elle lui a donné rendez-vous alors qu'elle prenait les bains, comme on faisait à l'époque avec son mari, je ne sais où, en Suisse, je crois, et Balzac s'est précipité pour aller la voir, mais je crois qu'ils s'écrivaient déjà depuis 7 ou 8 ans. C'était pas complètement frais, leur aventure. Et donc, elle aurait pu finir par épouser le facteur, parce qu'elle voyait beaucoup plus le facteur que Honoré de Balzac. Il a fallu que son mari meure quand même. Je vous rappelle qu'à l'époque, le divorce n'existait pas. Donc, elle a attendu que son mari meure, ce qu'il a eu le bon goût de faire 2 ans avant Balzac. Et donc, Balzac a pu obtenir du tsar. Parce que ce qui est amusant, c'est que Balzac trouvait que ces régimes forts, c'était vraiment bien, parce que lui, dans la France de 1848, il n'en pouvait plus des manifestations, de la chienlit, comme aurait dit quelqu'un d'autre. Et donc, il trouvait que la façon de régner du tsar était très efficace et que tout ça marchait beaucoup mieux qu'en France. Jusqu'au moment où il a voulu épouser sa comtesse. Parce que là, il fallait obtenir l'autorisation du tsar. Et ça a été une longue négociation.
Et elle a fini par arriver à Paris, rue Renoir, où se trouve la maison de Balzac aujourd'hui. Et il y a une entrée sur Bernard-Henri Lévy, et il faut vous rendre cette justice. Vous rendez hommage à son enthousiasme, à son action au début des manifestations à Maïdan. Et c'est vrai que personne ne le fait. Allez savoir pourquoi. Et c'est vrai qu'il s'est investi énormément. Et vous dites Byron pour la Grèce, Dumas pour l'Italie, Malraux ou Orwell pour l'Espagne, Bernard-Henri Lévy pour l'Ukraine. Parfois, les peuples se sentent moins seuls. Oui, je l'ai vu ça, parce que je sais que les Ukrainiens sont très sensibles à l'engagement de Bernard-Henri Lévy, parce que aujourd'hui l'Ukraine occupe énormément les journaux et énormément les consciences, mais pendant très longtemps ça n'a pas été le cas, et Bernard-Henri Lévy était très seul pour défendre ce qu'il voyait, c'est-à-dire cette Ukraine qui voulait être démocratique, libre, qui voulait accéder à un rêve de liberté qui lui avait toujours été refusé. Et un rêve d'Europe aussi. Un rêve d'Europe, oui. L'Ukraine est absolument européenne et c'est la première fois qu'elle a sans doute l'occasion de rejoindre l'Europe, ce que l'histoire lui a interdit depuis le XVIIe siècle. Il y a une entrée sur le café, parce qu'il y a des cafés un peu partout, exactement comme en Europe, des cafés avec des terrasses, notamment à Odessa. Oui, mais c'est un Ukrainien qui a apporté le premier le café, ces grains de café dont on ne savait pas quoi faire, puisque le premier ennemi des Ukrainiens, c'était les Tatars et donc l'Empire ottoman. Et donc, à la suite de multiples guerres, un Ukrainien a rapporté ces grains dont les Ottomans faisaient un breuvage. Et c'est lui qui l'a apporté en Europe. On disait à l'époque, quelqu'un a dit, il n'est pas resté pour cette phrase, Balzac passera comme le café. Balzac n'est pas passé et le café n'est pas passé. Alors, il y a aussi un nom qu'il faut prononcer, c'est Gogol. Vous faites de Gogol un Ukrainien à part entière. Et il a voulu d'ailleurs écrire une histoire de l'Ukraine. Gogol est d'abord d'origine cosaque. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des Cosaques, il y a le chef cosaque s'appelle le hetman, et Gogol est d'une famille de hetman. Mais comme toute l'élite sociale ukrainienne, il est totalement russophile. Mais il va inventer quelque chose. Il s'installe évidemment à Saint-Pétersbourg, où un jeune homme qui veut écrire et qui est ambitieux doit forcément s'installer. Mais il va inventer quelque chose. Il écrit en russe, mais il a une façon d'écrire qui respecte complètement la langue ukrainienne. Et donc, si on veut avoir une idée des images ukrainiennes, de l'humour ukrainien, de la gourmandise ukrainienne, on lit Gogol et ça, il fait un peu avec l'ukrainien ce que en France, Céline a fait avec la langue parlée. C'est-à-dire que Céline a réinventé une langue parlée qui passe dans l'écriture. Et Gogol a réinventé un russe à base d'ukrainien. C'est très, très amusant comme mélange. Alors, vous dites au passage que l'Ukraine adore chanter, elle n'est pas seulement gourmande, et on a pu voir ça avec la victoire à l'Eurovision de l'Ukraine. Mais rassurez-vous, je ne vous demanderai pas ce que vous avez pensé de la chanson. Oui, moi j'ai un goût pour la musique classique, alors vous savez, je préfère pas m'exprimer. On peut aimer l'Ukraine et pas forcément au point d'aimer tout, absolument tout de la variété ukrainienne. Voilà, même si les Ukrainiens chantent juste, ce qui est quand même une caractéristique dont les Français pourraient s'inspirer, parce que n'importe quel Ukrainien est capable de chanter, écoutez-les chanter leur hymne national en ce moment, à chaque fois c'est bouleversant. C'est vrai. Question de style. Daniel Georget, vous avez été diplomate. Quel regard portez-vous sur l'usage du soft On me dit que non, vous n'avez pas été diplomate. Alors, je me corrige. Non, c'est sa côte qui a été diplomate. Mais je maintiens malgré tout la question. Quel regard portez-vous sur l'usage du soft power par Kiev et notamment par le président ukrainien Zelensky depuis le début du conflit et dans sa manière d'essayer de peser sur les opinions publiques internationales ?
Écoutez, évidemment, toute position, surtout celle qu'il adopte et qui n'est pas dans les eaux tièdes, hein, tout peut générer critique. Ce que je remarque, c'est que en faisant ce qu'il a fait, en quelques heures, en quelques jours, il est arrivé à mobiliser l'opinion internationale. Je ne vois pas... C'est une histoire qui est quand même... qui ne s'est jamais, enfin, j'ai pas le sentiment que ça soit déjà rencontré, enfin, sauf, remarquez, Churchill passait pour un vieil ivrogne jusqu'en 1940. Il a fallu qu'il demande aux Anglais, il a fallu qu'ils préviennent les Anglais qu'il y aurait du sang et des larmes pour qu'on réalise tout d'un coup la dimension de cet homme qui auparavant était vraiment très controversé. Mais Zelensky, qui était quand même un charlot presque au sens propre, jusque-là, tout d'un coup, va se révéler un homme d'une dimension absolument incroyable. Alors, qu'il en fasse un peu trop, parfois, et que ça nous énerve, parce qu'il nous culpabilise, parce qu'on se dit, après tout, on n'est quand même pas responsable de leurs vieilles histoires de 3 siècles. Je peux le comprendre, mais je crois que il y a aucun être humain n'est parfait, et qu'en tous les cas, celui-là, il aura réussi à faire quelque chose à lui tout seul que personne ne pouvait prévoir. Vous terminez d'ailleurs votre livre sur Zelensky, comme il se doit, et vous dressez un portrait de Zelensky proche de Chaplin. Pourquoi Chaplin ? Eh bien, Chaplin, d'abord parce que Chaplin a utilisé le rire pour émouvoir les gens et pour les toucher. Je veux dire, quand il a choisi ce personnage de clochard, c'était quand même à une époque où l'Amérique traversait une très grave crise et c'était quand même un peu un combat politique. Donc, Zelensky, il n'a pas choisi un costume rapiécé avec le pantalon trop grand et le veston trop petit. Mais il a choisi quand même cette tenue qui est ni une tenue militaire, ni une tenue civile, cette espèce de tenue kaki, de vieux pull, qui maintenant est reconnaissable entre toutes. Enfin, quand on le voit, on l'imagine plus en costume cravate. J'ai revu récemment, d'ailleurs, à Paris Match, une photo de lui il y a 2 ans en costume cravate. Ça fait vraiment bizarre. Et ce qui est étrange, c'est de voir son visage, à quel point le visage a vieilli. Ça, c'est invraisemblable. Quand on regarde les photos de lui il y a 3 ans, et les photos maintenant, mais il a pris 20 ans. Et Zelensky, au départ, faisait rire. Enfin, tout le monde sait, c'est ce feuilleton, là, cette série, Serviteur du peuple. Zelensky, c'était des grosses blagues de plus ou moins bon goût. On a vu un passage à la télévision, un pantalon baissé, caché juste à la bonne hauteur par un piano de concert. C'était ça, Zelensky. Et donc, moi, je connais beaucoup d'Ukrainiens qui n'ont pas voté pour lui parce que, pour eux, le président Poroshenko, il modernisait l'armée alors que Zelensky plantait des arbres. Il pensait que c'était pas ce qu'il y avait de plus urgent. Et puis, cet homme s'est métamorphosé. Et là, il a une façon je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps, s'adresser à des soldats qui posaient fièrement près d'une borne à la limite de la frontière avec la Russie pour dire on est là, regardez, on est arrivé au bout, on est arrivé dans le Donbass. Et la façon dont il leur parle, c'est pas un chef d'État, ça rappelle quelque chose des vieux Cosaques avec cette relation presque fraternelle avec leurs hommes, sans esprit de hiérarchie. Je trouve ça très impressionnant. Et dans son discours au Festival de Cannes, il a fait référence de nouveau à Chaplin. Ah oui, alors là, je suis extrêmement fière parce que mon livre se termine donc après le portrait que je fais de Zelensky en Chaplin bis. Je cite quelques lignes du discours que le faux Hitler fait à la fin du dictateur, puisque tout d'un coup, habillé en Hitler, le chapelier s'adresse à la foule en disant « Soldats, ne vous battez pas », etc.
Et en fait, c'est exactement le passage du discours que le président Zelensky a repris pour s'adresser à Cannes. Alors, je ne sais pas s'il a lu mon dictionnaire, en tous les cas. Toujours avec son t-shirt. Oui, toujours. Donc, je suis très honorée. Et s'il ne l'a pas lu, c'est que nos deux esprits se sont rencontrés. Et j'en suis aussi très honorée. Absolument. Mais j'ai pensé à vous parce que j'avais fini le livre et j'ai regardé la cérémonie d'ouverture de Cannes où il était effectivement présent. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'entrées. Il y a un passage sur Vassili Grossman que nous aimons tous les deux. Et certains considèrent qu'il n'est pas vraiment ukrainien. Non, il est soviétique. Oui, il est soviétique, oui, parce qu'il a commencé sa carrière de journaliste. Et puis, pour lui, je crois qu'il fait partie de cette génération où l'Ukraine n'était pas... Je crois qu'il aurait été très surpris de se retrouver dans un dictionnaire amoureux de l'Ukraine, parce que pour lui, ça n'avait pas tellement de sens, ce nationalisme. Enfin, il est né à Berdichev, sa mère est née à Berdichev. Et elle est morte, elle est morte à Elle est morte Berdichev. dans ces massacres atroces. Et il a réussi à obtenir une permission à la fin de la guerre pour aller dans le village où elle était morte, oui. Absolument, avec cette terrible, ce terrible tourment de l'avoir laissée toute seule pendant la guerre à Berdichev. Ce qui a été le cas de tant de soldats de l'armée rouge, puisque finalement, ce qui s'est passé, c'est que les soldats juifs ayant rejoint l'armée rouge, comme tous les Ukrainiens, ceux qui ont été massacrés en Ukraine étaient principalement les femmes, les enfants, les vieillards. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, dans la famille de Zelensky, il a un grand-père juif, uniquement son grand-père. Je crois qu'il n'y avait plus de femmes juives. Donc il y a énormément de juifs ukrainiens qui sont descendants de couples mixtes, car il y avait... Voilà, c'est les tragédies de l'histoire. Il y a un hommage aussi à Iran Nemirovsky, auteur français né à Kiev et mort à Auschwitz. Et il y a évidemment la musique et le violon qui vous sont si chers. Oui. Et qui sont inséparables de l'Ukraine. Absolument, puisque l'école qui est née principalement à Odessa est une des plus grandes écoles de violon. Elle a donné les plus grands violonistes du XXe siècle. Eh bien, merci Daniel Georget. On regrette que Tetiana ne soit pas avec nous, mais on lui fait un petit coucou parce que au fond, c'est une coopération franco-ukrainienne que ce livre. Absolument. Merci, Dictionnaire amoureux de l'Ukraine. Je signale que 2 € qui sont versés à l'achat du livre vont à l'aide médicale et caritative France-Ukraine. Vous avez voulu cela, Daniel Georget? Oui, ça c'est Plomb, c'est Plomb qui a voulu cela, oui, absolument. Et puis c'est surtout, vous verrez, le livre est aux couleurs de l'Ukraine, ce qui n'est pas les couleurs habituelles du dictionnaire amoureux. C'était Pont Neuf, bonne journée à tous.